Donc bienvenue à cette première webconférence de l'écologie politique nantaise. Moi je m'appelle Tristan pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un militant d'Europe Écologie Les Verts. Je suis actif et animateur du groupe local en local. Et avec Delphine, on a proposé ces rencontres. Delphine, si tu peux dire quelques mots sur toi. Eh bien, moi, je suis une citoyenne et puis je m'étais engagée sur la liste Nantes Ensemble des dernières élections municipales. L'idée de ces rencontres, c'est de permettre un échange entre militants, personnes intéressées par l'écologie politique dans cette période de confinement. Là, c'est la première. On essaiera de proposer plusieurs sujets. On est assez ouvert. Voilà, on est vraiment à l'écoute de toutes les propositions que chacun et chacune peut faire. Mais voilà, on a envie de tisser un lien entre les militants, réfléchir ensemble, voir qu'est-ce qu'on porte comme politique, disons, un peu dans notre vie tous les jours et surtout dans cette période de crise. Donc, on va essayer de traiter un peu les deux. Alors, il y aura deux parties. Dans une partie, on a préparé une interview de nos deux intervenants, qui sont donc Anne et Pierre-Yves, qui vont se présenter après. Delphine va conduire l'interview. Ça va durer une demi-heure, 35 minutes. Et puis après, il y aura une partie échange où tout le monde pourra participer, poser ses questions, témoigner aussi, parce qu'il n'y a pas que des questions, il y a aussi des témoignages. Donc pour ça, vous pouvez soit utiliser le chat, soit signaler que vous voulez prendre la parole. Et cette deuxième partie, c'est moi qui animera. Donc voilà, on va partir pour 30 minutes d'interview entre Delphine, Anne et Pierre-Yves. C'est parti. Alors, Anne, Pierre-Yves, vous êtes prêts? Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà rapidement en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas? Je vais demander d'abord à Anne, s'il te plaît. Alors, je pensais que c'était Pierre-Yves, moi. Alors, je mets mon micro. Honneur aux filles. Non, tu as coupé ton micro, Anne. Oui, c'est bon, vas-y. Alors, bonjour tout le monde. Donc, Anne Gruand, j'habite le Clos-Taureau, petit quartier prioritaire de la ville sur Nantes Sud, depuis tout le temps. Donc, j'ai 47 ans, voilà, et j'ai l'âge de la cité, en fait. Et puis, je me suis retrouvée sur la liste Nantes Ensemble parce que notamment mon élu de quartier, il y a un adjoint de quartier, mais dans l'équipe des élus, il y avait Jean-Paul Var et qu'il nous a beaucoup appuyé dans toutes les luttes qu'on a menées au Clos-Taureau pour s'opposer à des décisions très descendantes de la mairie. Voilà. Mais ça n'avait rien à voir avec le thème de ce soir. Mais ces luttes m'ont quand même aussi permis de faire pas mal de maillage du quartier par du porte-à-porte et tout ça. Donc, voilà. Et autrement, de profession, je suis animatrice. Et du coup, actuellement, je n'ai pas de travail. J'étais en recherche d'emploi avant la campagne. Et avec le confinement, je ne peux plus travailler, de fait, puisqu'il n'y a pas de centre de loisirs d'ouvert pendant les vacances, en tout cas en ce moment. Donc, c'est compliqué. Donc, je mets l'animation au service je mets mes compétences en animation, en tout cas, au service de la dynamique de groupe qui se vit sur le quartier du Clos-Taureau. Voilà. Merci Anne. Pierre-Yves, est-ce que tu peux nous dire quelques mots pour te présenter? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Moi, j'entends pas très bien. Oui, donc Pierre-Yves Renaud, je suis sur la liste Nantes Ensemble et je suis actuellement paysan fromager en train de démarrer la fromagerie de la ferme des 9 Journaux à Bougnay. Et je viens du monde agricole puisque mes parents étaient agriculteurs, mais j'ai fait des études de philo, géographie pour bifurquer vers l'urbanisme et l'aménagement du territoire qui m'a amené à devenir consultant en urbanisme commercial et économique. Et il y a 4 ans, j'ai décidé de prendre un virage à 180 degrés puisque je suis dans le monde agricole. Alors, Pierre-Yves? Ouais. Ouais. Tu as fini ta présentation du coup? Oui. Ouais. Et est-ce que tu peux du coup nous dire pourquoi est-ce que tu as eu envie de faire cette reconversion?
Euh, moi, j'ai beaucoup apprécié et aimé mon ancien métier. J'étais dans un bureau d'études à Paris et j'accompagnais les élus dans leur prise de décision sur tout ce qui relevait de l'activité économique et commerciale. Donc beaucoup de déplacements, j'avais 2, 3 chargés d'études autour de moi et puis on menait les comités de pilotage, comités techniques, mais j'ai eu une frustration qui s'est développée petit à petit parce que le temps de décision publique est long. Premièrement, il y a les lubies des élus contre lesquels je butais, et puis j'avais envie d'agir. En fait, je fais partie un peu de ces gens qui étaient à un moment, ils se sont posé la question du sens. Et donc, j'ai décidé de quitter Paris pour arriver sur Nantes. Et arrivé à Nantes, j'ai pris la décision d'arrêter sans savoir exactement qu'est-ce que j'allais faire. Donc j'ai pris le temps, 6 mois, ouais, un peu plus de 6 mois pour y réfléchir. Et puis je me suis lancé euh, via le woofing je suis allé dans des fermes, toujours les mêmes types de fermes, c'est-à-dire en agriculture bio, race locale, donc chef des fossés, bretonne pinoire, froment du Léon, pour découvrir comme ça. Et de fil en aiguille, ça m'a intéressé. Et j'ai compris au bout d'un certain temps qu'en fait, le métier de paysan, pays, c'est le métier qui a le plus d'impact sur l'environnement finalement. Il laisse une trace en termes de paysage. Est-ce que je plante des arbres? Est-ce que ou au contraire, je détruis des haies? Est-ce que je fais des mares ou je les détruis? Ça a des conséquences, ça a un impact sur l'eau aussi et la qualité de l'eau. Ça a aussi un impact sur la qualité de l'air. Et puis, c'est un lien avec quand on fait de la transformation et qu'on vend en direct avec les gens, c'est un lien avec la nourriture et l'artisanat, et puis une culture du goût. Donc, tous ces éléments m'ont amené à faire le choix de devenir. Je voulais être éleveur, transformateur, et puis maintenant, je suis plus dans la transformation en ce moment. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'y es pris? Quelle formation? Est-ce que tu as eu des aides financières de la part de la métropole? Alors, j'ai bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi. Et pendant ce temps-là, j'ai beaucoup utilisé ce qu'on appelait à cette époque l'EMT, ou l'EMP, évaluation en milieu de travail, qui me permettait de bénéficier d'une assurance, qui me permettait via Pôle emploi de faire des stages chez des agriculteurs qui eux-mêmes étaient rémunérés, je crois, 2 heures de l'heure. Ils avaient une assurance aussi pour l'accueil du stagiaire. Et ça, j'en ai pas mal fait pour savoir si c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment, parce que là, je revenais au point de départ par rapport à l'histoire familiale. Et puis, je passais du monde urbain au monde agricole, rural. Donc, une fois que les EMT, ça m'a convenu, je me suis dit, je vais me former en fromagerie, en transformation fromagère et en agriculture. Donc, j'ai passé le brevet professionnel responsable exploitant agricole, qui est ce qu'on appelle le BPREA, polyculture élevage par correspondance au CFPPA de Laval. Et en parallèle, je me formais à l'école fromagère de Pouligny en Franche-Comté. Et puis en même temps, je faisais des stages à droite à gauche, parce que j'estime que c'est un métier qui demande beaucoup de pratique, qui demande à beaucoup aller à droite à gauche pour voir comment ça se passe, que il y a énormément de façons de faire. Et ensuite, je fais court. Il y a la question foncière qui s'est posée, le lieu d'installation. Est-ce que je m'installais seul, à plusieurs? Et puis, via des connaissances, j'ai rencontré Benoît Roland à la ferme des 9 journaux à Bougnay, où j'ai été un petit peu employé. Puis, j'ai fait ce qu'on appelle un stage paysan créatif. Et le stage paysan créatif, c'est une proposition faite par la SIAP 44, coopérative d'installation en agriculture paysanne, qui est un outil vraiment formidable parce que
toutes ces personnes qui ne viennent pas forcément, qui ne sont pas forcément issues du milieu agricole ou qui vont faire une reconversion dans le monde agricole, s'ils se contentent du BPREA et du stage à l'installation de la chambre d'agriculture, ils vont vite déchanter au moment de l'installation. Donc la SIAP, elle répond bien à ce type de public parce que c'est le versant opérationnel du diplôme BPREA qui reste très théorique. Et le stage paysan créatif, c'est 3 choses. On est accueilli chez un paysan référent. On s'entoure d'autres paysans référents sur d'autres techniques. Ça peut être, je sais pas, je fais des céréales, c'est quelqu'un qui va m'aider sur les céréales. Je voulais faire aussi du fromage, j'avais un paysan référent sur le fromage. Donc ça, c'est le premier aspect, le paysan référent, qui vont accompagner aussi pour s'il y a des questions de montage de projet. Il y a un deuxième point du stage paysan créatif qui est la formation collective. On avait tous les mois, on se voyait une journée avec d'autres stagiaires pour une journée sur l'étude de marché, une journée sur le droit, une journée sur le modèle économique, enfin divers thèmes, et on bénéficiait aussi d'un suivi individuel. Et le troisième point, c'est le groupe d'échange local. C'est-à-dire s'installer comme agriculteur, c'est aussi s'intégrer dans un réseau. Et en créant un groupe d'appui local, ça pouvait être des élus, des consommateurs, des habitants, des voisins, des agriculteurs, moi je ne l'ai jamais mobilisé, mais qui peut être réuni pour venir en appui du jeune à l'installation. Et du coup, dernière question avant de passer à Anne. Je crois que Tristan voulait dire un petit mot et puis après je te pose… Juste, puisque des personnes sont arrivées entre-temps, donc on est parti pour 1 heure de webconférence. Pierre-Yves s'est déjà présenté, il nous a parlé un peu de son parcours, de son passage, comment est-ce qu'il est devenu agriculteur donc dans le cadre d'une reconversion. Et après, on écoutera Anne sur son militantisme dans son quartier. Et il y aura un échange après. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Et puis, il y aura un temps d'échange après. Voilà, je te donne la parole, Delphine. Oui. Dernière petite question, dans cette première partie, du coup, comment tu as choisi ton mode de diffusion et est-ce que ça a été simple, compliqué voilà. Quel mode de diffusion tu as choisi pour ta production? Tu parles par rapport au débouché? Oui. J'ai commencé la commercialisation la première semaine du confinement. Donc autant vous dire que c'était plus que compliqué. Ça a été la panique, mais j'ai créé un point de vente sur la ferme, voilà, sans qu'il y ait beaucoup de passages motorisés. Mais en fait, beaucoup de voisins viennent. Le bouche à oreille fonctionne beaucoup. Et puis, une chose assez étonnante, c'est qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas la ferme alors qu'elle est très visible depuis la route. Mais comme ils ont du temps, comme chacun avec le confinement est circonscrit à, je sais pas, 2-3 km autour de chez soi, j'ai eu des gens qui sont partis à la découverte de leur environnement proche, de l'aire de proximité. Et donc, j'ai eu 2-3 clients qui sont venus parce qu'ils ont vu une petite affiche vente de produits laitiers à la ferme des 9 journaux. Et c'est comme ça qu'ils sont venus. Donc, voilà, il y a le point de vente. Je devais travailler avec la restauration collective et scolaire. Bon, tout le monde sait que les enfants font la grève depuis plus d'un mois maintenant. Donc, il n'y a plus de restauration scolaire. Donc voilà, je fais ça. Je fais une petite distribution chez les voisins amis de l'île de Nantes le vendredi soir. Et puis pendant ce temps-là, je règle tous les problèmes liés à un lancement d'activité en période de confinement. Voilà. On pourra parler après plus tard de l'état général des agriculteurs qui sont en vente directe autour de Nantes. Oui, carrément. Merci. Du coup, Anne, je voulais savoir, toi, au Clos Taureau, quel accès à des circuits courts vous avez
Et au niveau alimentation, vous avez accès à quel type de circuit court? Alors, dans le micro-quartier du Clos-Taureau, il y a une chose qui a été développée il y a quelques années, j'arrive pas à retrouver la date exactement, par le centre socioculturel de l'Accord, qui est au cœur du Clos-Taureau, mais qui est aussi au cœur de la maison de quartier des Confluences, qui, elle, date de 2010. Et donc, je dirais que ça fait 3-4 ans. Et là, il y a une livraison de paniers tous les 15 jours hors période scolaire. Le jeudi soir, c'est sur 2 heures. Et le principe, mais c'est un panier subventionné, le principe, c'est j'achète un panier pour 5 € avec 5 sortes de légumes. Donc, on ne sait pas ce qu'on va avoir quand on arrive le jeudi soir, mais c'est affiché. Et puis, je peux après rajouter d'autres légumes. C'est un maraîcher qui est sur les Sorinières. C'est de l'agriculture raisonnée. Mais, enfin voilà, c'est quand même... pour avoir pas mal discuté avec lui, c'est vraiment du raisonné. Enfin, c'est pas... Il fait pas du bio, mais je pense qu'il y a des contraintes plutôt structurelles pour lui. Et en fait... c'est assez intéressant comme démarche du point de vue économique, parce qu'un panier à 5 €, quand on a 1 kg de patates et puis, je sais pas moi, 1 kg de carottes pour 5 €, plus 3 autres sortes de légumes, c'est quand même avantageux. Mais ce qui m'a toujours étonnée, c'est que quand je regardais les gens qui venaient acheter le panier de légumes, en fait, il y avait peut-être 20% des gens qui habitent le quartier du Clos-Taureau. Mais comme la distribution se fait dans le hall de la maison des Confluences, il y a tous les gens qui gravitent dans cette maison de quartier, qui font partie des assos et qui, elles, ont eu l'information. Et puis, les adhérents de l'Accord, donc le centre socioculturel, je me rends compte maintenant, en fait, que le centre socioculturel de l'Accord, il gravite beaucoup plus large que le micro-quartier du Clos-Taureau et qu'il a des adhérents qui, finalement, sont même sur Beaulieu, sur l'île de Nantes, mais côté comment ça s'appelle là, du côté du Crapa, là, tout au bout. Vous voyez où c'est le Clos-Taureau, hein, donc c'est vraiment la sortie de Nantes, mais Nantes-Est, sud. Et puis, donc voilà, mon étonnement, c'est comment ça se fait que les gens de mon quartier, mes voisins, par exemple, ne profitent pas de cette aubaine d'avoir des paniers qui coûtent quand même beaucoup moins cher que... On a un Super U juste à côté. C'est le seul accès à un commerce, parce qu'autrement, il y a le Carrefour Beaulieu qui est beaucoup plus loin, où les gens vont peut-être aller faire des grosses courses. Alors, il y a les gens d'origine étrangère qui ont majoritairement, qui ont l'habitude d'aller faire leurs courses à la Petite Hollande le samedi matin. Donc, je me suis toujours dit, tiens, ils doivent s'approvisionner là dans des produits, des ventes sur marché. Mais je me suis toujours posé cette question, pourquoi les gens ne vont pas profiter de ce tarif-là? Et est-ce que justement, avec le contexte là de Covid et de confinement, il y a eu un changement par rapport à ça? Alors, pourquoi? Alors, si mon téléphone sonne pile quand il ne faut pas, je suis désolée, je vais le couper. Excusez-moi, voilà, c'est la bonne blague. Donc, le changement par rapport au confinement, déjà le confinement, le centre socioculturel est fermé et la maison de quartier est fermée. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand moi j'ai vu qu'il y avait, je sais pas, c'était une semaine après, on a commencé à médiatiser, peut-être 3-4 jours après, que ça devenait galère pour les petits producteurs, un peu ce que Pierre vient d'expliquer, en fait, comment trouver des réseaux. Et je me suis dit, mais bon sang, effectivement, le producteur des Sorinières, comment il va faire, lui? Et j'avais ses coordonnées, donc je l'ai contacté, et lui, il avait reçu un message du centre socioculturel dès le lundi matin, expliquant que comme c'était le confinement, il n'y avait plus de livraison, point barre, quoi. Et en fait, avec lui, on a regardé s'il pouvait continuer à venir livrer. Puis il m'a dit, ouais, il n'y a pas de problème, il faut me dire. Et il m'a expliqué que il m'a donné les tarifs, en fait, légume par légume. Et puis il m'a dit, voilà, moi je peux venir livrer, mais il faut me prévenir 3 jours avant, le temps que je prévois les paniers. Et puis du coup, moi, c'est comme ça que j'ai mis en place un petit peu en contactant des gens que je connaissais. Et on était en train de développer toute une animation, tout un système d'habitants relais dans les immeubles. Sauf que donc on a fait 2 livraisons de paniers. Donc je sais pas si je rentre dans les détails là, mais je peux expliquer ce qui s'est passé. C'est que la première livraison de paniers, donc on avait une quinzaine de personnes qui ont pris des paniers. Et en fait, ça a été long. C'est fastidieux de se faire la saisie quand on a une diversité en période de confinement d'une 20aine de produits, même peut-être 30, entre des fruits et des légumes.
et que voilà, lui, ça lui prend du temps à les mettre dans des paniers, mais nous, ça nous prenait du temps aussi à saisir. Surtout qu'il y a des gens qui n'ont pas Internet et qui ne peuvent pas faire la saisie en ligne, et qu'il y a des gens qui nous dictaient leur liste par téléphone, donc c'était laborieux. Et puis, surtout, ce qui s'est passé… Excuse-moi, Anne, j'ai une petite question. Donc, ce n'était pas les mêmes que ceux qui utilisaient… C'était le même, excuse-moi, c'était le même producteur, mais on ne pouvait plus avoir ce panier à 5 €. Parce que c'était le système de l'accord. C'est évident que c'est subventionné. Enfin, je vois pas. Sinon, ce producteur nous aurait dit, bah, bien sûr, on fait la même chose. D'accord. Donc oui. Et puis moi, je suis sur le réseau de Nextdoor, qui est un réseau de voisinage, et j'ai vu quelqu'un qui disait, ah bah il y a le producteur des Sorinières, voilà ses coordonnées, vous pouvez le contacter. Moi, je l'ai contacté, etc. Donc j'ai contacté cette personne qui est sur le quartier Pirmille, hein, qui est dans une petite maison là sur Pirmille. Et puis moi, j'ai mis en ligne sur Nextdoor la liste, parce que je me suis dit, si au moins tout le monde appelle le producteur et qu'il refait la même chose au téléphone, mais il va pas s'en sortir, quoi. Donc on avait ce producteur qui s'appelle Nicolas, qui de son côté donnait son numéro de téléphone à tout le monde. Donc je vous dis pas ce qui s'est passé au bout de 15 jours, en fait, c'est qu'il a explosé, lui. C'était assez évident, en fait. Les gens l'appelaient, le matin on l'avait, il était dans ses champs. Le soir, la première fois que j'ai envoyé une liste, il m'a répondu, il était 23 h. Moi, je me suis dit, il va pas tenir le coup, hein, mais il était beaucoup à donner l'info. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai raconté ce qu'on mettait en place à l'antenne de quartier, parce que je suis en lien quand même avec la mairie annexe, bah eux, ils ont diffusé le bon tuyau à toute la maison à tous les contacts associatifs de la maison des Confluences. Autrement dit, 140 personnes ou associations. Et mon adresse mail s'est même retrouvée sur Facebook, contactée pour avoir des légumes. Mais c'était un truc de fou. Donc j'ai éteint un peu l'incendie assez rapidement, mais il y avait des gens de l'autre bout de Nantes qui me contactaient pour savoir comment avoir des légumes du gars des Sorinières, quoi. Donc ça m'a fait aussi prendre conscience que finalement, le lieu physique de la maison de quartier et du centre socioculturel de l'Accord, il n'était pas forcément au service des habitants du lieu concret, mais voilà, il y avait des gens qui fréquentaient cette maison parce qu'ils ont des activités. Et du coup, moi, j'avais vraiment la démarche des habitants du quartier qui se retrouvaient finalement avec l'injonction de ne pas sortir, avec la complexité d'aller au marché, enfin d'aller au Super U, et puis j'avais les deux choses, quoi. J'avais comment trouver des débouchés à ce producteur, et puis comment permettre aussi à des voisins d'avoir une alimentation correcte. Et donc, on va avoir une 3e livraison demain. Et là, on a changé de système. Enfin, ce qui s'est passé il y a 15 jours, c'est que il y a des gens qui ont eu l'info qu'il y avait toujours des paniers. Et Nico, lui, quand il avait les gens au téléphone, il disait venez demain, je livre au Clotoro. Et il y a 15 jours, en fait, quand nous, on est arrivés, donc nous, on avait un système… et ben voilà, il y a 16 paniers différents. On remet l'enveloppe à Nico, il nous décharge les paniers et il s'en va. C'était ça l'idée, puisque les marchés sont interdits, il ne pouvait pas faire de troc. Enfin voilà, il dépose, il repart. Et en fait, il y a 15 jours, il y avait une dizaine de personnes qui avaient eu l'info qu'il venait par lui, qui venait livrer au Clotoro. Et on a eu un gros bazar parce que les gens ne savaient pas forcément pour combien ils en avaient. Et on a eu un petit marché, en fait, d'une certaine façon. Et là, lui, il s'est dit, oulala, je ne peux pas faire ça. On n'était pas très contents non plus. Et donc, on a réfléchi à faire un système de panier tout simple. Et donc, demain soir, il y a des gens qui ont commandé un panier A et un panier B, ou un panier A tout seul, ou 2 paniers B, avec un panier à 10 € où il y a 1 kg de pommes de terre, 1 kg de carottes, 1 kg de courgettes, 1 kg de pommes et 1 kg d'oranges. Et il y a un panier B à 8 € où il y a 2 avocats, 2 pamplemousses, une botte de radis, 500 g de poire, 500 g de bananes. Bon, et puis après, nous, on va faire du troc. Moi, j'ai une voisine qui m'a dit moi, j'aime pas trop les pamplemousses, est-ce que je peux te prendre 2 avocats? Puis voilà. Et en fait, ce système est vachement plus simple en termes de saisie, évidemment. Et pour Nicolas, qui avait passé 3 heures à faire ses paniers l'autre fois, ça va être beaucoup plus simple de préparer 25 paniers A et 28 paniers B. Voilà. Ok. Du coup, je rebondis par rapport à ce que tu dis. C'est intéressant par rapport à la difficulté de s'organiser, de se réorganiser pour les producteurs. Donc, je vais réinterroger Pierre-Yves justement sur ce contexte et comment un peu tous les producteurs locaux qui sont dans ton réseau, Pierre-Yves, se réorganisent pour leur mode de diffusion de produits. Et puis après, je reviendrai vers toi, Anne, pour savoir comment on peut développer ça. Aujourd'hui, surtout les maraîchers, mais je crois que… Je ne sais pas si vous m'entendez bien ou pas.
Oui, on Est-ce que... t'entend très bien, Ouais, Pierre. ok, super. Oui, alors surtout les maraîchers notamment, mais grosso modo, tout le monde travaille très bien. Parce qu'il y a une partie des clients qui se déplacent sur la ferme même, au point que, par exemple, j'ai rencontré un maraîcher qui est du côté de Saint-Aignan-Grandlieu. Le samedi matin, il était seul à vendre. Aujourd'hui, ils sont trois à vendre. Chez Florian aussi, à Bougnay, il y a 2 heures d'attente. Donc voilà, il y a beaucoup plus de monde. Ils ont réduit les jours d'ouverture également parce que il faut travailler derrière. Ils fonctionnent aussi certains par panier pour éviter les problèmes je dirais, de sécurité sanitaire et puis pour s'organiser afin que la vente se passe bien parce que c'est beaucoup plus lent aujourd'hui quand les gens se rendent à la ferme pour l'achat. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Il y a un autre point assez étonnant, c'est il semblerait que les marchés autour de Nantes soient très occupés enfin, il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui se rendent pour faire le marché. Et je connais quelqu'un, Patrice Dubreuil, du côté de Sainte-Pazanne, qui était dans la panique lorsque tous les marchés de plein air ont été interdits parce qu'ils vendaient énormément sur les marchés. Et du jour au lendemain, il n'avait plus de débouchés. Quand, quand les marchés ont été rouverts, ils se retrouvent maintenant débordés et ne pas avoir assez de produits. Il y a eu également des agriculteurs qui avaient déjà leur point de vente et se sont mis à vendre aussi des produits des autres collègues pour les venir en aide. Donc aujourd'hui, ils sont très fatigués de ce que j'entends à droite à gauche parce qu'il y a une forte demande. Beaucoup de nouveaux clients, donc tout le monde s'en réjouit. On ne sait pas si ça va se poursuivre ou pas, mais il y a une partie de la population qui découvre les circuits courts, le contact avec l'agriculteur, le magasin dans la ferme, de prendre le temps aussi. Et ça, c'est plutôt une nouvelle expérience pour beaucoup de clients, en fait. Voilà. Ok. Et du coup, Anne, puisque justement il y a eu un peu, par rapport à ce contexte, des nouveaux clients de panier, etc., enfin, d'aller directement acheter à un producteur local, toi, quel levier en fait tu identifies un peu parce que tu te posais la question, voilà, il y a ces paniers qui existent à la base, ils sont pas très chers, ils sont subventionnés, mais finalement il y en a pas tant que ça dans mon quartier qui les utilisent. Là, le contexte a fait que ça a un peu changé. Toi, tu identifies quel levier pour pouvoir développer ça après qu'on sera sorti de cette situation? Alors déjà, effectivement, tout à l'heure, je vous disais 20% avant de gens de mon quartier, quoi, de gens que j'avais repérés, pour 80% de l'extérieur. Enfin, de l'extérieur, c'est alentour ou très loin. Et maintenant, ce qui s'est passé avec nos 2 derniers paniers, c'est un rapport complètement inverse, puisqu'on est à du 90% de gens qui habitent le quartier du Clotoro, mais intramuros, quoi, les petites rues du Clotoro, pour 10% de gens qui sont de l'extérieur. Demain, on a donc 27 personnes, c'est juste vraiment pour vous dire, on a 17 personnes du Clotoro, 6 de Pirmil, parce qu'on a un lien avec pareil, l'habitat social de Pirmil, 2 de la rue d'à côté et une ancienne voisine. Donc voilà, c'est juste pour dire que quand même, c'est pas... Et puis une personne de l'accord de Beaulieu, parce que voilà, elle a eu l'info. Donc... Mais qu'est-ce qui explique ça? Alors moi, j'étais assez pessimiste en me disant, oh là là, le système des paniers, ça va... Les gens vont dire, oh là là, non, c'est trop cher, en plus 10 €, quoi. C'est 10 €, c'est pas 5. En fait, non, on a 100 €, ouais, presque, pour 456 € de légumes, hein, demain, on a quasiment 150 € de plus que les autres fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans ces livraisons de paniers? C'est qu'elles n'étaient pas à l'intérieur de la maison de quartier. Elles se sont retrouvées sur la place publique, juste entre les barres d'immeubles. Donc, il y a des gens qui ont vu, très concrètement, un producteur débarquer, enfin, une petite camionnette arriver avec un mec avec un masque et qui déchargeait des légumes. Et la première fois, on a vu plein de gens aux fenêtres qui demandaient, mais comment vous avez fait? Mais est-ce qu'on peut savoir et tout? Et donc là, notre super producteur, lui, il balançait son numéro de téléphone. Bon, là, ça, c'était son problème d'organisation. Mais donc, du coup, ça a été très visualisé, très... On est allé vers les gens. Et moi, je me dis, ça,
c'est quand même un levier. C'est notamment la Corse, ils continuent, et ils continueront sans doute après le confinement cette opération. Je pense que quand il fait beau, il ne faut pas qu'ils restent sur la maison de quartier. Il faut qu'ils aillent vraiment là où on s'est mis nous, qui est vraiment au cœur du quartier. Et puis en plus, on a un accès qui est très facile pour la voiture, donc, parce que c'était ça la question, hein, c'est aussi avec le confinement, comment on peut respecter les gestes barrières et comment on peut faire que ce soit facile pour décharger. Donc je trouve ça plutôt très intéressant, parce que le panier est 2 fois plus cher et on a quand même plus de monde là, donc c'est quand même étonnant. Et puis après, ouais, donc c'est la question. Je pense qu'il y a quelque chose dans la tête des gens, un plafond de verre, un peu comme les gens des quartiers ne s'autorisent pas à faire certaines études parce qu'inconsciemment ils pensent que c'est pas pour eux, indépendamment de la question financière. Hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que bon, c'est pas pour eux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans mon quartier qui pensent que les légumes apportés par les producteurs, les légumes en circuit court, c'est un truc de bobo et c'est un truc qui coûte cher et c'est un truc de riche. Moi, quand je suis dans une AMAP, mais qui n'est pas sur le quartier Nantes-Sud, puisque je suis sur la map historique du Sud-Loire, qui est celle de Saint-Sébastien-sur-Loire, qui s'est créée en 2008. Quand j'explique à mes voisins que depuis que je suis depuis le début, je fais des économies, en fait, ça me coûte moins cher, ils ne croient pas. Parce que dans la tête des gens, c'est pas possible. Mais en fait, c'est tellement une manière de fonctionner différente. Moi, j'ai appris à avoir un frigo vide, en fait, qui se vidait au fur et à mesure que mes légumes, je les consommais. Mais c'était un changement culturel, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, je pense que cette action-là, ça contribue à casser ce plafond de verre qu'il y a dans la tête des gens. Si des voisins achètent, bah, c'est peut-être que ça vaut le coup. Voilà. Ok. Avec Tristan, on a un peu. Enfin, je ne sais pas si Tristan, tu as une autre question à ajouter, mais sinon, on est à peu près à une demi-heure d'échange avec les questions qu'on avait préparées. Donc, maintenant, on va écouter tous les participants. Alors du coup, donc exactement. Donc ce qu'on a souhaité, c'est que donc là, on a donc une demi-heure d'échange. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez faire des remarques ou des témoignages. Hein, c'est pas que descendants ou montants. Enfin voilà. N'hésitez pas aussi avec des expériences différentes. Là, du coup, on a eu un double regard, c'est-à-dire avec d'un côté Pierre-Yves qui est dans la production et Anne qui est dans la forme de distribution, en train de monter une petite association entreprise de distribution à Nantes. Donc, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez mettre un message dans le chat. Vous pouvez aussi prendre la parole directement si vous êtes par téléphone. Il faut appuyer sur étoile 6 pour activer votre micro ou sur Alt A si vous êtes sur un ordinateur. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez mettre un message dans le chat et je vous aide. Anne, tu voulais Je voulais réagir par rapport à la petite question de Lise qui dit effectivement un producteur local qui fait des pamplemousses et des avocats. Bah ça, alors évidemment, en fait, chez Guiteny, ils sont maraîchers. Donc, ils ont effectivement leurs carottes, leurs patates, à mon avis, c'est quand même bien les leurs. Mais ils revendent aussi, ils ont un dépôt vente chez eux, en fait. Et donc, ils ont des produits. Je rassure Mado tout de suite, ce sont des avocats qui ne sont pas israéliens. Donc, j'ai aussi fait gaffe à ça. Mais voilà, ils ont effectivement ils revendent, comme font beaucoup de producteurs, pour améliorer le panel quand les gens viennent acheter à la ferme. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Vas-y. Ouais. Par rapport à la question des nouvelles formes de distribution et je dirais de réaction des producteurs, il y a eu aussi la mise en place de systèmes de drive un peu en système D. Donc ça s'est fait à la Rangeonnière et ça s'est fait maintenant au niveau du kiosque paysan. Donc il y a de nouvelles organisations qui se mettent en place en utilisant les outils numériques pour répondre à la demande aujourd'hui. Après, c'est la pérennité de ces systèmes qui pose question parce que Anne l'a très bien dit, c'est très chronophage. Et certains paysans se posent la question de la viabilité économique pour eux, en fait, à faire tous ces paniers, puis la distribution. Puisque là, ça peut être... ça peut demander d'embaucher quelqu'un, donc c'est un coût supplémentaire qui n'est pas forcément répercuté sur le coût final au consommateur. Voilà, c'était la petite précision. Merci. On a Mado qui a levé la main, je crois. Mado, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, alors, je voudrais poser une question à Anne, enfin une question, oui, enfin bref. Et puis après, de donner quelques témoignages de ce qui se passe dans notre quartier à nous. Anne, la question est,
tes voisins, ils pensent que c'est forcément moins cher en supermarché? Première question. Deuxième question, est-ce que tes voisins ont été choqués que les supermarchés restent ouverts et que les autres marchés soient fermés? C'était pas un marché, non. Et puis autrement, nous, on est dans notre rue, là, il y a la Grande Barge qui est un bar-resto qui fait aussi d'habitude on va dire des paniers. Et là, ils ont multiplié par 5 leur nombre ils sont passés de 40 à 200 et quelques. Donc, ils ont toutes les questions posées, à savoir, je les ai vus tout à l'heure, où est-ce qu'ils trouvent les nouveaux paysans qui fournissent. Donc, en fait, c'est aussi des gens qui vendaient avant dans des lieux collectifs, enfin, on va dire des producteurs qui n'avaient plus de lieu pour vendre. Mais ils se disent aussi que là, il y a une augmentation parce que les gens, ils ont le temps de venir chercher leurs légumes, que ça ne sera pas forcément vrai une fois que la reprise sera faite. Ceci étant, on a à côté de chez nous aussi Yacine qui n'a rien d'un producteur local, il fait de la viande, il est boucher, il revend des trucs, bon bref. Lui aussi, je crois que ses clientèles a doublé. C'est aussi que les gens étant coincés au niveau de la distance, découvrent tout simplement les lieux de vente proches. Voilà. Alors, on a donc 2 questions pour Anne qui sont est-ce que pour tes voisins, il y a l'idée que peut-être c'est moins cher, enfin quel est le rapport de prix entre le supermarché et les distributions faites différemment, et est-ce que aussi dans ton environnement, les gens ont pu être choqués du maintien uniquement des supermarchés ouverts? Alors, Mado, je te répondrai que les publicitaires, ils font très bien leur boulot, donc ils font beaucoup de dégâts, évidemment, puisque beaucoup de gens pensent que dans les supermarchés, c'est moins cher. En tout cas, il y a cette idée-là. Après, il y a des gens qui quand même étudient les prix. Moi, je connais des voisins qui sont vraiment ric-rac à regarder. J'ai pas envie de citer les marques, mais tant pis, mais il y a un Lidl plus loin, c'est moins cher là, etc. Et qui ne se préoccupent pas du tout de ça vient de super loin, c'est moins cher que le truc d'à côté, comment ça se fait. Tout comme ils ne se préoccupent pas du tout. Moi, je vois des voisins qui font leurs courses le dimanche matin. Je ne comprends pas, en fait. Mais toutes ces questions de fond, de travail de fond, de syndical, c'est complètement diffus aujourd'hui dans nos sociétés. Mais par contre, quand moi j'ai diffusé l'information, j'ai fait exprès de dire que le confinement avait des conséquences pour les petits producteurs et pour les gens en circuit court. Et qu'il y avait aussi un enjeu oui, voilà, c'est ça. J'ai mis, ils sont en grande difficulté avec l'arrêt des marchés, quoi. Et j'ai réexpliqué la démarche. Et il y a des voisins qui ont fait ça aussi par solidarité. Donc, il y a eu une prise de conscience. Ça, c'est intéressant. Des gens qui n'auraient jamais fait la démarche, même, qui ont dit, bah ouais, mais là, quand même, il faut soutenir aussi ceux qui sont bien en galère. Donc, je me dis, par ça, il y a peut-être des prises de conscience que, ouais, les marchés sont fermés, mais les hypermarchés sont ouverts, tiens. Mais on part de loin, quoi, pour certains. Après, il y a des gens militants qui sont, y compris dans les quartiers prioritaires, qui sont hyper sensibilisés à toutes ces questions-là parce qu'ils sont politisés. Mais je pense que on est une minorité. On va donner la parole à H. Cortial. Oui, bonjour, c'est Hugo Cortial. Merci à tous pour l'intervention et l'organisation de la conférence. J'avais 2 questions. Alors, je pense que et Anne et Pierre-Yves auront peut-être des éléments de réponse. La première, c'est donc peut-être après le confinement, parce que la période de confinement est un peu particulière, mais après le confinement, de quoi est-ce qu'on a besoin sur le territoire de la métropole, enfin dans la région? Est-ce que c'est donc pour développer les circuits courts, est-ce qu'on a besoin de plus d'agriculteurs ou de plus de production biologique, par exemple, ou raisonnée, ou est-ce qu'on a besoin de plus de circuits de distribution, comme l'organisation de livraison de paniers, etc. Ou est-ce qu'on a besoin de plus de clients, de bénévoles, de main-d'œuvre, voilà. Ça, c'est ma première question. Donc, de quoi est-ce qu'on a besoin sur le territoire pour développer les circuits courts? Quels sont les obstacles? Et la deuxième question qui a en fait un peu rien à voir, mais moi, je travaille sur les projets d'aménagement à l'échelle de la métropole, sur les projets de ZAC notamment. Et juste l'emplacement d'Anne, vous pensez au projet de ZAC Pirmille-les-Îles ou au projet sur la Persagotière. Et ma question, c'est est-ce que ces projets-là peuvent avoir un impact ou une influence sur la distribution, notamment des produits d'alimentation à circuit court?
Et la question derrière la question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans les projets d'aménagement, que ce soit dans comment est-ce qu'on aménage l'espace public ou comment est-ce qu'on aménage les bâtiments, les immeubles privés, notamment avec les bailleurs sociaux. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour favoriser ou pour peut-être présenter une opportunité pour ces circuits courts ou pour une production aussi, ça se fait sur des actes un peu moins urbaines, pour les fermes urbaines, enfin les fermes périurbaines. Voilà. Merci Hugo. Je propose de commencer par Pierre-Yves, comme ça après Anne, tu pourras enchaîner sur la question de l'aménagement et du bénévolat. Pierre-Yves, du coup, quelle est ta réponse à ça? Par rapport au développement des circuits courts, si on parlait en termes de marché, il y a une forte demande sur Nantes et autour de Nantes, la périphérie. Le problème, il est plus sur… Là, il y a trois problèmes. C'est l'accessibilité des produits, alors autant au centre-ville que dans tous les quartiers de Nantes. Donc, c'est le deuxième problème, c'est forcément la logistique, c'est-à-dire comment les producteurs qui sont à 30, 40, 50, 60 km de Nantes se rendent à Nantes. Est-ce qu'il faut qu'ils fassent 1 heure pour aller livrer, par exemple, le fromage ou des légumes jusqu'au centre de ville de Nantes, où on met un intermédiaire. Et le troisième problème, c'est que il y a de moins en moins de paysans. Et on est à plus de 50 ans de moyenne d'âge. Et d'ici 10 ans, il y a la moitié des paysans qui vont partir à la retraite. Donc, il y a un problème d'installation pour arriver à renouveler la génération d'agriculteurs qui va prendre sa retraite et pour répondre aux besoins des habitants, des citadins. En gros, aujourd'hui, l'agriculture ne prend pas trop vraiment le sens, l'orientation de la vente directe, alors que les citadins sont de plus en plus dans l'envie, dans le besoin de produits locaux et de qualité, notamment agriculture biologique ou avec des critères de qualité environnementaux. Donc les obstacles, c'est le coût final, c'est le coût pour la distribution, c'est l'installation, c'est le foncier, c'est la formation, c'est rendre sexy ce métier, c'est la rémunération des agriculteurs. L'autre obstacle aussi, c'est le monde agricole est très polarisé entre en fait, c'est un syndicat qui gère en France la politique agricole, que ce soit à l'échelle de l'État ou localement. Et c'est compliqué pour et l'État, pour l'Union européenne et également à l'échelle locale en fait, de s'opposer aux orientations politiques d'un syndicat qui est la FNSEA. Et c'est un obstacle énorme au développement Enfin, on pourrait aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, mais il y a ces freins qui font qu'on y va, mais très lentement. Donc, on pourra en reparler plus tard. Le deuxième point sur les projets d'aménagement, très bonne question. En fait, on avait réfléchi par rapport pour le programme sur la question de l'alimentation pour Nantes Ensemble. Avec d'autres, il y avait la question de la visibilité sur l'espace public, et Anne l'a mentionné, c'est comment rendre visible dans la rue, par exemple, à tel endroit, il y a, je ne sais pas, le mardi soir, la distribution de la map. Et donc, c'est d'avoir une signalétique éphémère qui peut être mise soit à la disposition des AMAPiens, ou soit c'est la ville qui le fait. Mais c'est dire, voilà, ici, aujourd'hui, de, je sais pas, 18h à 19h30, distribution à map, vous pouvez contacter telle personne, ou vous êtes le ou la bienvenue. C'est aussi, c'est pour la ruche qui dit oui, c'est pour toutes ces initiatives qui sont vraiment foisonnantes, notamment à Nantes. C'est ce manque de visibilité qu'on peut avoir sur l'espace public. On a plein de pubs partout de magasins pérennes, mais il y a aussi ces points de distribution éphémères qui pourraient être beaucoup plus valorisés. L'autre point aussi par rapport à l'aménagement d'une ZAC, c'est l'immobilier. Et est-ce qu'il ne faudrait pas quelques locaux? Ça aussi qu'on a réfléchi avec l'équipe de Nantes Ensemble,
C'est autant c'est des locaux associatifs, mais ça peut être aussi pour ces locaux associatifs avoir un usage ponctuel hebdomadaire de distribution de paniers locaux pour les AMAP ou pour la ruche qui dit oui. Par exemple, la ruche qui dit oui sur l'île, elle est en partenariat avec le Café des Pangolins, donc c'est chouette. Mais quand il pleut, c'est compliqué. Donc là, Lisa qui est la responsable de la ruche qui dit oui de l'île de Nantes, côté République, a trouvé une astuce et le garage d'en face va fermer parce qu'il va y avoir un projet immobilier. En attendant, il est OK pour que la distribution, quand il pleut, elle se fasse à l'abri. Mais ça, je pense, c'est les deux points, c'est local et visibilité dans l'espace public. On ferait déjà un grand pas en termes de confort et de publicité. Je lis juste les commentaires pour ceux qui sont par téléphone. Donc, Mado nous signale que la FNSEA est un syndicat très réactionnaire qui refuse la moindre remise en cause du système actuel agricole. Et on a également une très bonne blague de Louise Parrain qui nous signale que le café des Pangolins est fait de circonstances. Pardon. Moi, ça m'intéresse ce que tu as dit, Pierre-Yves, on verra la question, mais éventuellement, il y a eu des remarques aussi dans la presse nationale. On a vu des choses en ce moment sur le manque de personnel temporaire pour l'agriculture, avec beaucoup de gens qui venaient aussi de l'étranger, etc. Donc aussi savoir est-ce qu'il y a un certain modèle d'agriculture qui est moins dépendant ou plus dépendant de main-d'œuvre étrangère. Peut-être qu'on en reviendra après. On va déjà traiter la question de Anne. Enfin, Anne qui peut répondre à la question. Je te rappelle la question, Anne, sur donc la besoin de main-d'œuvre ou de bonne volonté dans l'après-crise pour faire perdurer des modèles différents, donc agricole et de distribution, et la question de l'aménagement des ZAC, mais pas que de l'espace public, pour permettre à ces modèles d'émerger. Alors, je dirais que sur le fonctionnement associatif, le principe du panier avant confinement organisé par l'accord, c'était un principe vraiment associatif, c'est-à-dire des bénévoles adhérents de l'accord qui organisent, puisque les gens, en fait, il y avait une petite table avec les gens remplissaient leurs fiches en disant je prends un panier, puis si je prends tel truc, ils rajoutaient sur leur feuille et ils allaient payer auprès de bénévoles qui leur remettaient un ticket, et il y avait les trois producteurs, enfin l'équipe des producteurs qui distribuaient sans avoir de la monnaie dans les mains. Ce qui, moi, m'a posé quand même beaucoup de questions, c'est que dans les premiers paniers, quand on a mobilisé, je n'ai pas retrouvé ces gens de l'accord, ces bénévoles pourtant habitués au panier. Donc, ce qui m'a aussi fait dire que sans doute, ils n'avaient pas forcément ce réflexe de s'organiser, de prendre le truc vraiment trop en main, quoi. Donc là, ça commence à revenir. La dernière fois, il y avait des gens qui venaient voir comment ça se passe. Mais bon, voilà. Donc ça m'a un peu posé question. Mais je pense qu'en termes de bénévolat, de coup de main, ça, c'est un truc, au contraire, c'est très mobilisant, un peu comme les AMAP. Il y a des gens qui se mettent au service un soir et puis on peut tourner. Enfin, c'est comme la permanence qu'on a sur le composteur. Ça peut tout à fait, c'est tout à fait jouable, quoi. Donc là-dessus, j'ai pas de souci. Après, sur la question des aménagements dans l'espace public, la maison de quartier, tout le monde dit aller au Clotoro, mais moi je suis désolée, et ça le montre bien d'ailleurs, elle n'est pas au Clotoro, elle est à l'entrée du Clotoro. Il y a beaucoup de gens qui rentrent, qui se font peut-être le grand frisson de venir dans notre quartier, mais en fait, ils ne rentrent pas à l'intérieur, quoi. Et j'ai eu une dame donc au téléphone ce matin qui est adhérente de l'accord, qui habite à Beaulieu, et qui était paniquée quand je lui ai essayé de lui expliquer où on allait se trouver. Mado, qui était au bouquin, là, tu vois, c'est dans le même endroit. C'est vrai que c'est entre les bars, donc c'est à l'intérieur, mais bon. Il y a eu un gros aménagement de la ville, l'aménagement de la place du Pays Basque, qui est un aménagement qui pourrait aussi être un lieu de marché, hein. Mais aucune animation ne se fait là. Tout est autour de la maison de quartier qui donne le long de la ligne de Bussuet, mais qui n'est pas à l'intérieur de ce micro-quartier populaire, en fait. Donc et du coup, moi, quand j'entends sur la ZAC des Îles, sur la Persagotière comme sur Pirmil, je suis pas convaincue qu'il y ait... Pirmil, bon, il y a l'habitat social de Pirmil qui est vraiment bien mélangé avec les grandes tours Goody, donc là, ça va. Il y a plus de mixité sociale dans la juxtaposition des immeubles. Mais souvent, c'est un groupe de gens qui ont accès à l'ordinateur, qui peuvent faire des commandes et qui sont souvent quand même plus favorisés que les gens qui sont dans les quartiers ce sont des quartiers vieillissants ici. Donc, il y a beaucoup de gens qui seraient en capacité, mais qui n'ont pas d'ordinateur et il y a la fracture numérique qui est très forte là. Et puis vient se greffer la question linguistique, quoi. L'accès à l'information, comment ça se passe. Et ça, c'est
Ça, c'est du maillage vraiment de connaissances de voisinage. Donc, pour moi, la meilleure des réponses, c'est la visibilité et c'est vraiment d'être entre les barres d'immeubles et de susciter parce que tout à coup, on voit un voisin qui vient, ah ben, on va peut-être venir. Voilà. Donc ça, c'est du temps. Il y a une approche, je me permets parce qu'il n'y a pas de questions en attente, donc n'hésitez pas à faire remonter vos remarques, vos questions, vos témoignages. Ce qui est intéressant, je trouve, Anne, dans ton témoignage, c'est qu'en fait, c'est un peu ce qu'on pourrait voir dans le JT où on nous parle de telle personne qui a développé une super appli pour mettre en place des paniers, sauf que toi, tu as l'approche inverse, de dire en fait, on part du terrain et on regarde où sont les gens, comment est-ce qu'on les convainc, et c'est pas forcément en développant du web ou en faisant de l'innovation comme on savoir, quoi. Là, tu me donnes une énorme perche. Donc, je parlais tout à l'heure, je disais que j'étais sur le réseau Nextdoor. C'est très drôle, ce réseau. Donc, Nextdoor, c'est un réseau de voisinage. Bon, moi, je m'étais inscrite pour voir un peu comment ça fonctionnait. Mais là, au début du confinement, il y avait des gens qui habitent l'île de Nantes qui demandaient parce que moi, je suis géographiquement proche de Saint-Sébastien et puis l'île de Nantes, qui demandaient, est-ce que quelqu'un pourrait m'imprimer des feuilles d'attestation? Et puis, il y avait des gens qui étaient vraiment 2 micro-quartiers plus loin, qui disaient, oui, oui, moi, je peux, mais alors, il faut qu'on se donne rendez-vous. Et moi, je me disais, mais c'est juste pas possible. Ils peuvent pas faire une demande dans leur ascenseur, puisque manifestement, ce sont des immeubles, et demander à leurs voisins. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un système aujourd'hui où, très individualiste aussi, hein, j'ai un accès à une info, je vais créer de la solidarité, mais sur la toile. Mais le voisinage de proximité, ben, ça crée aussi d'autres choses. Avec Internet, on s'est rapproché du lointain, certainement, mais on s'est aussi éloigné du prochain, si je peux faire ce jeu de mots-là, quoi, de celui qui est mon voisin. Et ça, c'est vraiment dommage de ne pas avoir ces réflexes-là. Ok. Mado a relevé la main. Juste, attends, on t'écoute, Mado. Alors, Mado, ton micro est désactivé, donc on ne va pas t'entendre. Étoile 6. Donc, forcément, il ne marche pas. C'est juste pour confirmer, le jour, j'étais avec Anne à finir de distribuer les bouquins là, pour les enfants. Et on s'est trouvé un peu par hasard au dernier immeuble, tombé sur un couple. Et la dame était une dame alors, prête à tout, contente parce que de l'autre côté de la rue, il y avait vachement moins de solidarité. Elle était contente d'avoir déménagé de ce côté-là. Prête à acheter une machine à coudre pour faire les masques, alors que Anne a dit bah non, moi j'en ai une à vous prêter. Mais il lui était pas venu à l'esprit ni de contacter les gens de la CSCV, ni de mettre quoi que ce soit sur son propre ascenseur. Mais sans doute que c'est parce que l'ascenseur, ça dessert beaucoup, c'est un grand immeuble, donc ça met de la distance, même si on est juste à côté les uns des autres, étrangement. On avait un témoignage d'Amandine sur la fracture du numérique. Ah, et Lise a levé la main. Donc, Amandine, si tu veux partager avec nous après, on va d'abord écouter Lise, qui a également désactivé son micro. Alors, Lise, ouais, vous m'entendez? C'est bon? J'ai 2 questions. Anne, j'ai beaucoup aimé ta théorie du plafond de verre parce que je m'interroge beaucoup sur le pourquoi on ne va pas plus vers nos producteurs locaux et pourquoi on ne favorise pas plus le circuit court en temps normal. Ça, c'était ma première question. Donc, le plafond de verre, ça peut être une théorie. Je pense qu'il y en a d'autres. C'est peut-être le manque de praticité, peut-être le prix, peut-être plein d'autres choses. Et ça, j'aimerais avoir votre retour là-dessus, à tous les deux. Et la deuxième question, on est 3 en fait. La deuxième question, c'était si je suis un commerce de proximité et que j'écoute Pierre-Yves qui dit que ce qui pourrait aider le circuit court, c'est de la visibilité. Quel rôle doit endosser le commerce de proximité dans le fait d'offrir de la visibilité aux producteurs locaux? Quelque chose qu'il ne ferait pas actuellement et qui devrait faire par la suite. Et ma troisième et dernière question, c'est comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous pensez qu'après la sortie de la crise, on va continuer ces bonnes initiatives? Alors, donc, merci Lise, c'est notre question de conclusion. Merci Lise. Est-ce que Lise, tu peux juste nous dire, parce que j'imagine que tu ne poses pas cette question des commerces de proximité de manière totalement innocente. Mais bien sûr que si. Avec mon associé qui est en ligne, là, on est en train de réfléchir
à l'ouverture de notre commerce de proximité. Et on est sur un commerce de valeur. Et donc, forcément, on se retrouve confronté à un souci qu'on comprend, mais qui ne devrait même pas exister. C'est que en étant à Nantes, un commerce de proximité à Nantes a du mal à se faire fournir en fruits et légumes par des agriculteurs qui sont à proximité, parce que la raison principale, c'est l'acheminement, comme le disait Pierre-Yves. Donc, quelle est la solution? Il y a une volonté et on n'y arrive pas. Alors, donc, merci pour cette précision. Du coup, ces questions de plafond de verre et de du coup, comment les commerces de proximité peuvent jouer un rôle. Quelles sont les attentes finalement? Pierre-Yves, est-ce que tu veux répondre? Ouais. La première question sur pourquoi il n'y a pas plus de circuits courts, c'est que spontanément, j'ai envie de dire parce qu'il n'y a pas assez de producteurs, il n'y a pas assez d'agriculteurs, il n'y a pas assez de paysans. Donc, je crois que déjà la ville de Nantes a rencontré la difficulté d'installer des marchés et de se retrouver sans producteurs, sans paysans, mais plutôt d'avoir des grossistes parce qu'il n'y a pas de… Parce que ou c'est long à mettre en route, ou aussi parce que les paysans actuels sont déjà bien occupés et ils ont déjà leurs clients. Après, historiquement, les circuits courts, le mouvement locavore qui est né à San Francisco dans les années 80, ça fait 10 ans que les villes, les citadins se posent la question de mais qu'est-ce que j'ai dans mon assiette? Comment sont élevés les animaux? Comment est-ce qu'on s'occupe de nos radis et de nos navets? Le politique est en train de prendre en main les choses un peu, de s'y intéresser. Et donc, ça va venir si il y a dans le plafond de verre, c'est si on favorise beaucoup plus l'installation de nouveaux agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est le principal souci, en fait. Il y a des débouchés, mais sauf que s'il n'y a personne qui peut répondre à ces débouchés, tu auras par exemple des listes des difficultés comme tu fais l'expérience, à trouver des producteurs ou des producteurs qui veuillent bien te fournir en fruits et légumes à cause de la distribution du transport. Parce que c'est un coût, et est-ce que le client final est prêt à assumer ce coût? La deuxième question, c'était quand je parlais de la visibilité la visibilité, c'était la visibilité des points de vente éphémères comme les AMAP, la ruche qui dit oui, ou le micro-marché avec la SKIC, le début des haricots. Un commerce de proximité comme le tien, tu vas donner une énorme visibilité aux producteurs. Pour moi, tu vas jouer ce rôle essentiel, social, de transmettre des valeurs, d'expliquer le travail des producteurs avec qui tu travailles. C'est plus la visibilité dans l'espace public des points de distribution de produits locaux. Et la troisième question, c'était… On pourra réserver pour la Ouais. Elle nous a spoilé la suite, Lise. Ouais. Anne, est-ce que tu veux réagir également sur les questions de Lise, sachant qu'on a une autre question qui est arrivée entre-temps, qui sera peut-être une des dernières, à savoir la question du prix de ces denrées. Est-ce que c'est aujourd'hui pour vous un frein? Donc, il y a les deux côtés, un consommateur et producteur. Anne, on t'écoute. Alors, je dirais que la question du plafond de verre, c'est-à-dire c'est les fausses représentations en fait. C'est penser que c'est pas pour moi parce que c'est trop cher. De fait, ça a quand même un coût, mais ça peut être contré par le fait de voir que c'est possible. Et qu'en plus j'ai un voisin, lui il y va, tiens, oui, peut-être faut que j'aille voir, quoi. Et c'est ce qui s'est passé la dernière fois où on a des gens qui sont venus voir, quoi. Parce que l'air de rien, ça marchait. Et puis le deuxième, donc il y a la question de la visibilité, donc, du voisinage, et puis il y a la deuxième chose, c'est la communication, valoriser le côté puis solidaire, quoi. Et être solidaire, c'est être solidaire des petits producteurs, c'est des gens qui triment, comme nous on est en train de trimer dans les quartiers, parce que l'air de rien, on dit souvent que les gens ici sont assistés ou
voilà, savent pas faire grand-chose. Mais moi, quand je regarde le nombre de gens qui se retrouvent confinés parce qu'ils peuvent plus aller faire de ménage chez les particuliers, ou il y a plein de petits boulots qui sont portés par les gens des quartiers. Donc ça, cette conscientisation autour voilà, c'est un gars comme moi ou une femme comme moi qui trime, ça vaut le coup d'être solidaire. C'est peut-être quelque chose aussi à médiatiser très fort. Enfin, qui peut résonner avec les gens qui habitent ici et qui peut faire tomber un peu la question de ouais, mais ça coûte cher quand même, c'est pas pour moi. Donc y a des gens moi qui m'ont dit bah moi je vais faire ça parce que bon ok c'est un peu plus cher mais quand même je vais être solidaire. Donc voilà, donc c'est aussi un argument qui peut être intéressant. Et puis je crois que plus il y a du lien qui se fait avec les gens, que ce soit au niveau des voisins ou avec le producteur, qu'on voit, qu'on aime bien, qui est sympa, enfin même s'il n'est pas sympa, mais bon je veux dire qu'il y a du lien, et ben ça responsabilise. Après des trucs comme La Ruche qui dit oui ou tout ça, c'est super, sauf que c'est toujours avec le même médium qui est l'ordinateur. Il faut avoir les applications, il faut être connecté. Et moi, souvent, ça me renvoie que, bah oui, mais ça, c'est vraiment un truc qui nous passe 20 000 mètres au-dessus, nous, dans les quartiers, à cause du problème linguistique, et puis à cause du fait que plein de gens ne sont pas sur ces trucs-là, quoi, ne sont pas connectés. Donc, c'est, voilà. Mais c'est un autre problème, mais voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Il y a juste une remarque de Louise Pain qui, du coup, je trouve, enchaîne un peu sur ce que vient de dire Anne, qui dit quand les commerces de proximité ouvrent leurs portes aux producteurs ou à Mappien, c'est du gagnant-gagnant, ça fait connaître les producteurs et le commerce de proximité. Donc, ça peut être aussi un moyen de faire venir les producteurs dans des commerces de proximité qui vendent autre chose. Et du coup, il n'y a pas cette problématique du numérique. Voilà. Mais tu vois, très concrètement, au Clotoro, tu n'as pas de commerce de proximité, c'est le Super U, point. Donc, alors, il va falloir qu'on clôture par souci de respecter notre timing. On a Mado qui a levé la main. Donc, je vous propose de prendre la question de Mado. Après, on enchaînera sur notre question de conclusion. Et puis, il y aura un petit mot de clôture. On écoute Mado. Bon, alors moi, j'ai juste une remarque à propos des commerces. La Grande Barge fait aussi un bar et un resto. Eh ben, ils disent qu'actuellement, parmi les clients qui viennent acheter des légumes, dans les nouveaux, ben, il y en a, c'est simplement des gens qui d'habitude, pour la faire vite, viennent picoler. Et que du coup, là, ça les intéresse de manger en plus. Voilà, ils ont découvert, en venant au bar, qu'il y avait un dépôt de nourriture. Voilà, c'est une façon de faire. Et mon autre question, c'était... mais il y a peut-être aussi des gens qui préfèrent aller au marché, parce qu'au marché, ça fait un intermédiaire de moins. C'est ce qui est mon cas. Ok, donc finalement, la question sur le maillage et la réouverture des marchés, qui est donc un sujet important à Nantes. À moins qu'il y ait d'autres questions, on va pouvoir lancer la question de conclusion. Donc la question de conclusion, c'est la suite. Quels espoirs, quelle continuité pour vos activités respectives que vous nous avez présentées ce soir? Comment est-ce que vous pensez continuer à agir et à militer sur ce sujet dans l'après-crise, si elle arrive un jour, ou en tout cas dans les mois qui viennent? Voilà, je vous laisse un petit mot de conclusion. Pierre-Yves. Juste pour rebondir par rapport à ce que disait Anne, le lien social, c'est vrai que les producteurs, qu'on est en contact direct, c'est un lien de confiance. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une partie des clients nouveaux qui viennent à la ferme ou au magasin de producteurs fermiers parce qu'il y a une confiance qu'ils n'ont plus dans la grande distribution aujourd'hui, alors liée à plusieurs crises, mais aussi parce qu'on déambule dans des rayons où le risque d'attraper cette saleté qu'est le Covid-19 est plus élevé a priori, d'après certains médecins, que si on se rend à la ferme parce qu'il y a la queue leu et puis voilà, on ne se balade pas, on ne se bouscule pas. Et puis ensuite, il y a ce lien social. Je témoignais de Jean-Baptiste Fumery, qui est l'autre maraîcher à Bougnay, où en fait, il se rend compte, ça fait 3 ans qu'il est maraîcher, donc quasiment dans la ville, et il ne pensait pas qu'il avait un rôle social aussi important. Il a beaucoup de gens du quartier, et c'est un quartier pavillonnaire tout à fait classique, mais c'est le lieu où des relations se font entre le voisinage et puis des gens qui ont envie simplement de discuter. Donc il y a le numérique et puis il y a
la vie sociale du quotidien, à laquelle les producteurs aujourd'hui y participent, y contribuent de plus en plus. Sur la suite, par rapport au Covid-19, je sais pas, je vais pas faire de prédiction. Tout le monde se dit qu'on va il va y avoir un reflux, certainement, sachant que selon le contexte, comment ça va évoluer, peut-être que ça sera toujours compliqué d'aller dans la grande distribution, ce ne sera pas toujours aussi sûr. Donc certains clients nouveaux vont rester, puis d'autres, je pense, vont prendre l'habitude de se rendre ou à la ferme ou au marché de plein air ou s'intéresser à la MAP ou au micro-marché qui actuellement, je crois, ils sont à plus de 180 paniers par semaine, ce qui est énorme. Avant, ils étaient à une trentaine de paniers. Donc, par rapport aux clients, c'est plutôt bien. Et après, il y a une tendance de fond qui est de la part des citadins par rapport aux agriculteurs de arrêter de polluer, arrêter de balancer des cochonneries. Et on aimerait manger bien, correctement. Vous rémunérer, ce serait pas mal. Et je pense que maintenant, c'est aux agriculteurs de relever ce défi d'installer toujours plus de paysans. Ce que je dis là, c'est un discours qui est à contre-courant de la population agricole, qui cherche plutôt à ce qu'il y ait de moins en moins de paysans pour avoir de plus grandes fermes, pour nourrir le monde et pour servir la grande distribution. Mais grâce à l'achat local, à l'achat des citadins, vous allez peut-être arriver à nous aider je dirais, à être entendus auprès de certaines instances. Juste après, pour une petite parenthèse sur le prix, les produits que vous achetez sont des prix subventionnés et qui sont toujours plus compétitifs. Notre ministre de l'Agriculture, qui est une femme, Christiane Lambert, pour ne pas la citer, la FNSEA, a bien dit il nous faut une agriculture compétitive. Donc, ça veut dire le coût le moins élevé possible. Donc, il va falloir que la main-d'œuvre étrangère revienne dans les fermes, premièrement. Et deuxièmement, que les agriculteurs soient plus encore en concurrence entre eux pour que les prix de vente du lait, des fruits, des légumes soient encore plus bas possible. Donc, acheter à un prix élevé un produit, c'est peut-être, je dirais, à moyen terme, retrouver son indépendance économique et puis rémunérer de façon juste les paysans. Voilà, donc demain, on verra. Déjà aujourd'hui, je crois que tous les agriculteurs apprennent énormément par rapport au plan B. Et il y a des très bonnes choses qui vont venir après la crise. Sans être optimiste ni pessimiste, on verra bien. Voilà, merci beaucoup tout le monde. Merci Pierre-Yves. Donc, je pense que ton propos va faire trembler notre vrai ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, puisqu'il vient d'apprendre que c'est visiblement la secrétaire générale de la FNSEA qui est la vraie. Bon, on lui enverra un petit message pour lui annoncer ça. Merci pour cette conclusion. Anne, on t'écoute. Ouais, j'étais en train d'écrire justement, je me disais c'était un super lapsus quand même, parce que ça dit des choses de la FNSEA assez calamiteuses, y compris dans les têtes de certains agriculteurs qui n'arrivent pas à basculer, quoi. Qu'est-ce qui va se passer après le confinement? En fait, ça dépend du producteur s'il continue, je pense que voilà. Et puis, ça dépend de l'accord aussi dans la manière de continuer. Depuis le début, moi, j'aurais bien aimé qu'ils reprennent l'initiative, hein. Mais là, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne peuvent pas encourager un rassemblement et puis les marchés sont interdits. Donc, bon, ça aurait été bien, mais très concrètement, en tout cas, demain, si on est déconfiné et qu'on reprend une vie à peu près comme celle d'avant dans notre mobilité, la chose que je peux faire quand même, c'est militer pour que le lieu de distribution de ce panier tous les 15 jours se fasse pas du tout où il se fait actuellement, mais vraiment là où on s'est mis, parce que c'est au cœur du quartier du Clos-Taureau. Et puis vraiment aussi témoigner du public qui est venu pendant le confinement, qui n'est pas le public habituel de ceux qui venaient prendre avant. Et donc un petit peu peut-être essayer de, non pas en arrivant avec des gros sabots en disant à l'accord vous ne faites pas bien votre boulot, même si, et tant pis s'il y a des oreilles qui vont répéter, je le pense vraiment dans ce que je constate,
stats, là, c'est juste énorme. Mais vraiment, peut-être essayer de voir avec l'accord, s'ils ont envie d'entendre, comment on peut reconnecter avec les habitants qui ont découvert ça, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ça, moi, demain. Mais et après, quand j'écoute Pierre-Yves, je me disais, oh là là, Pierre-Yves, il faudrait que tu nous proposes tes fromages. Là, on peut peut-être ajouter ça dans le prochain panier, ça serait sympa. Mais voilà, on va faire une petite avance. Mais bon, très concrètement, en tout cas, ça dépend de… Voilà, c'est un fonctionnement au niveau associatif qui passe par l'accord, donc je vois pas trop. Et puis, voilà, moi, j'aurais pas de toute façon pas le temps. C'est plutôt à l'accord comment ils vont reconnecter avec les habitants. Mais… Et qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Et qu'est-ce que les habitants pourront venir réclamer à l'accord? Mais autrement, je vois pas trop. Je suis pas très optimiste, en fait, mais bon. Bon, et bah du coup, ce sera le mot de la fin. Merci Désolée, Anne. hein, c'est Non. peut-être pas réaliste, mais Tu as bien le droit, mais surtout, je pense que ce genre de rencontre peut permettre aussi de faire du réseau, de motiver des gens pour que finalement, on voit aussi que c'est des initiatives de bénévoles et de voisins qui viennent parfois parer à des problèmes plus de système. Donc, j'espère que la rencontre va motiver des gens à monter des projets de ce type autour de chez eux. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. On a réussi à tenir à peu près nos timings. Pour rappel, du coup, c'était le premier numéro de la webconf. Ça veut dire que ça en invite à d'autres. On est 3-4 à organiser ces rencontres. Je te donne la parole juste après, Anne. À organiser ces rencontres, du coup, avec Delphine, avec aussi Louise, Sonia et Laura qui participent. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions pour les prochaines, des envies de régularité, des remarques sur comment on l'organise, sur l'heure, tous les thèmes que vous voulez aborder, ça reste très ouvert. La prochaine, on va la voir avec Delphine, ce sera peut-être le numérique, puisqu'on a eu des suggestions dans ce sens. Sur les usages, les recommandations. Et en plus, on a commencé tout à l'heure en off à en parler, donc ça tombe bien. Pour ceux qui ne sont pas trop dans le collectif et qui se demandent comment nous contacter, vous pouvez contacter contact@nantesensemble.fr ou sur Facebook ou nantes@eelv.fr. Voilà, c'est différents réseaux de contact où on est tous derrière. Et donc voilà, sur Facebook, Twitter, on est assez réactif, j'espère, pour répondre à vos interrogations. Anne, tu levais la main pour dire quelque chose de conclusion. Oui, parce que je voyais, effectivement, on a beaucoup parlé du syndicat majoritaire et je voyais le commentaire de Jean-Paul sur le côté qui disait l'organisation des paysans ne repose pas que sur la FNSEA, mais aussi la Confédération paysanne et le GAB. Et effectivement, ne donnons pas plus de place à ce gros syndicat qu'il n'en a. Mais voilà, c'est 3 petites fermes valent mieux qu'une grande et donc 3 petits producteurs, ça vaut mieux qu'une grosse machine qui, là, on le voit, n'est pas du tout adaptée aux problématiques d'approvisionnement dans les quartiers, quoi. Voilà. Ok. Bon. Eh ben, bonne soirée à tous. Merci à Anne et à Pierre-Yves de s'être pris au jeu. Et tous les autres qui y êtes connectés, peut-être que vous serez sollicités à votre tour pour parler d'un sujet que vous connaissez. Alors, attention et restez connectés. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci à vous.